Le métier d'éditeur, c'est quelqu'un qui accueille des textes, travaille des textes, pour rendre le livre lisible par les gens. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'édition, on prépare toujours les programmes à peu près entre 3 et 8 mois à l'avance. 8 mois quand c'est les beaux livres, les livres d'art ou les livres un peu plus sur des sujets comme la cuisine, etc. Et puis 4 mois à 6 mois quand c'est des livres de littérature. Mon travail était de voir si ce livre-là pouvait rentrer dans les programmes de l'édition que nous allons présenter donc à la distribution et la diffusion. J'étais éducateur spécialisé et je passais ma vie à lire. Et un jour, la librairie où j'étais était à vendre. J'y allais tous les jours, tous les 2 jours. Je passais mon temps chez elle, je l'écoutais me parler des livres. Je dis mais qu'est-ce que je vais faire moi si tu t'en vas quoi? Et elle m'a dit mais t'as qu'à me racheter. Le commerce était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, donc on pouvait trier. Et puis j'ai réussi à récupérer par-ci par-là un peu d'argent. Et j'ai racheté cette librairie, j'avais 20 ans. À cette époque-là, on était en 1980. Le prix était libre, donc c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que dans ma librairie, je vendais des livres un peu difficiles et pointus. La maison de la presse, par exemple, du village, elle vendait tous les best-sellers. Ça m'embêtait, parce que je me disais, d'un côté, je vends des livres un peu difficiles, de l'autre côté, je suis avec des best-sellers. C'est pas normal. Et un jour, il y a eu une loi très importante pour nous, qui est vitale. C'est la loi de 81, la loi Langue. Comment peut-on continuer la librairie en tant que libraire conseil et pas en tant que commerce du livre? C'est-à-dire que cette loi qui dit aujourd'hui, le prix sera le même partout, que ce soit dans maison de la presse, dans une épicerie, dans une grande surface ou sur Internet. Et ça nous permet à nous d'être la seule concurrence qui peut exister entre nous et ces vendeurs de livres, c'est le conseil et le service. Donc finalement, grâce à ça, le métier ne change pas. Parce qu'en fait, le jour où il va changer, c'est quand ce maillon de la chaîne va sauter. Parce que grâce à ça, l'ensemble de la chaîne du livre qu'on parlait tout à l'heure existe toujours. Donc notre métier est toujours le même. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les détracteurs de cette chaîne ont envie. Vous savez, les grandes entreprises telles Amazon, qui est pour moi mon premier concurrent. Mais mon premier concurrent commercial, je faisais des émissions sur Radio France Bleu et j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que je faisais des magnifiques chroniques sur des livres fantastiques que je découvrais. Parce que nous sommes des découvreurs. Moi, j'essaie de lire des livres autre chose. Je suis un découvreur de talent. Je parlais de livres et d'un seul coup, ces livres se vendent énormément sur Internet. J'ai dit non, stop, ça suffit. Ces gens-là sont des suiveurs. Nous sommes des découvreurs. Eux, ce sont des suiveurs. Donc nous avons un autre métier, les Cultura, les Fnac, les Amazon, les espaces culturels Leclerc, tous ces gens-là ont un espace qui est un espace de vente de livres. Lors de la crise du livre, c'est eux qui prennent en premier cette crise d'ailleurs, puisque c'est eux qui ne font que suivre, et du coup le lecteur qui a un peu moins d'argent préfère se réfugier auprès de son libraire qui le conseille, plutôt qu'à acheter par-ci par-là des livres dans ces grandes surfaces. Donc pour moi, le métier, finalement, pour l'instant, n'a pas changé. Il reste le même, grâce à ce réseau important de librairies indépendantes. Je vais défendre le livre papier parce qu'il vient de quelque part, le livre papier. Il vient d'une histoire. L'imprimerie, en France, c'est important. Gutenberg, ça veut dire quelque chose. L'évolution de l'imprimerie, ça veut dire quelque chose. Les libraires éditeurs de 1800-1700, ça veut dire quelque chose. Donc tout ça appartient à une histoire, en fait. L'e-book est un bout de l'histoire. Mais l'e-book, pour moi, c'est plutôt un outil. L'outil, il aide plutôt les marchands de livres. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de vendre des livres. L'objectif, c'est de vendre des e-books et de les changer tous les 3 ans. Ceux qui sont dans l'industrie du livre, des gens comme Hachette, par exemple, sont très contents de l'e-book parce que ça leur permet d'avoir moins de stockage, parce que le stockage coûte de l'argent. Donc ça leur permet de faire des livres. Alors, j'ai l'exemple très clair, net et précis. Le livre, à peu près, un livre normal coûte, on va dire, 20 €. Un livre de poche va coûter 10 €. Aujourd'hui, un e-book coûte à peu près 13 à 14 €. C'est un scandale. Ils font une marge énorme, ce qui n'existe pas du tout dans le livre. C'est qu'en fait, ils payent 14 €, quelque chose qui... Alors, ils nous disent aux gens, oui, tout le reste est gratuit. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez acheter Victor Hugo sur e-book, c'est gratuit. Oui, pas de problème. Moi aussi, je peux donner un livre à e-book. Et j'étais très surpris. Par hasard, ce week-end, lors d'un salon, il y avait un bouquin à 70 centimes. Les gens n'en revenaient pas. Ils pensaient que c'était une erreur. Non, le livre coûtait bien 70 centimes. Alors, c'était un ancien prix qui avait été remis en euros. Et du coup, le livre coûtait bien 70 centimes. Ben, c'est un peu e-book, c'est ce qui se passe. Alors, les gens ont des promesses en disant, vous aurez 3000 livres gratuits dans votre bécane. Et puis derrière, mais oui, c'est vrai.
C'est vrai. D'ailleurs, les parents d'élèves qui viennent ici pour les livres scolaires me disent toujours « Ah, mais le bouquin ne coûte qu'1,50 €. Comment ça se fait ? Ah ben oui, le bouquin ne coûte qu'1,50 €. Comment ça se fait ? C'est qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Il n'y a pas de... Le livre est en poche, c'est du noir et blanc, ça coûte pas très cher. Donc le livre coûte 1,50 €. Pas moyen de le faire dédicacer, pas moyen de le prêter à quelqu'un qui n'a pas le même système que vous. C'est vrai qu'il y a des avantages, qu'on soit très clair, qui sont en héritage d'un outil. On va pouvoir agrandir les lettres. Ça, c'est un avantage, on est d'accord. Quelqu'un qui a des difficultés visuelles, avec un e-book, peut agrosser les lettres. C'est un avantage. Pour ça, je mets les choses dessus. Après, le problème aussi, vous vous rappelez, je vous parlais de la chaîne du livre. On parle d'auteurs, il y a des éditeurs, des correcteurs. L'e-book, le gros problème, c'est qu'on arrive dans l'industrie du livre. Quelqu'un, n'importe qui, peut publier gratuitement un livre sur e-book, sans correction, sans travail d'éditeur. Un éditeur, c'est un travail spécifique avec un auteur. Les auteurs très connus sont tous amoureux de leurs éditeurs. Parce que l'éditeur est un homme important ou une femme importante pour l'auteur. C'est lui qui soutient son travail en tant qu'écrivain. Avec l'e-book, il n'y a plus tout ça. C'est ce que veut le libéralisme. C'est-à-dire que le moins possible de chaînes au milieu, qu'on ait le plus possible d'ajouts. Parce que celui qui gagne de l'argent, encore une fois, c'est celui qui vend l'appareil. Je rappelle toujours aux gens une histoire incroyable de l'époque. Il y avait à l'époque les DVD Philips et puis les DVD Sony. On s'embêtait avec l'appareil ou l'autre. Et puis un jour, Sony a gagné. Il n'y avait plus qu'un seul DVD, c'était chez Sony. Le combat de ces gens-là, c'est d'essayer de vendre le plus possible d'appareils. Et puis le jour où ils ont atteint leur taux le plus haut possible, c'est fini, passe à autre chose. Moi, en tant que lecteur, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les textes que je lis. J'ai quand même quelque chose d'important aussi par rapport aux e-books. J'ai des gens qui viennent à la librairie, qui piquent les bouquins intéressants et qui vont les acheter sur e-book. Donc on est vraiment les passeurs, nous. Qui là, ils vont voir sur magazine e-book comment conseiller un livre? Non, e-book va leur conseiller Musso, il va leur conseiller les gens connus, mais pas du tout les textes intéressants. Moi, je découvre ici des bouquins que je vends entre 200, 300, 400 exemplaires, qui sont des livres inconnus et qui deviennent des livres importants. Et sinon, eux, ils vous mettent dans l'industrie du livre. On a une foison d'auteurs, mais de faux auteurs. Exactement. On a une série, on a des gens qui se croient auteurs, qui écrivent des livres, qui font. Et moi, je vois, c'est au quotidien. Ici, malheureusement, avec mon expérience, j'ai fait pleurer des auteurs. Parce qu'ils viennent me voir avec mon enthousiasme, ils me disent « Ah, monsieur Lez, vous, ici, on a envie que ce soit chez nous et tout. » Il me dit « Lisez mon livre. » Je lui dis « Attention, je lis votre livre. C'est pas une blague, moi. » Je lis le livre, et je dis « Excusez-moi, c'est une sombre merde. » Et là, le gouffre. Je dis, je suis désolé, vous me demandez de lire votre livre, je le lis. Moi, je suis pas là pour vous faire plaisir comme votre grand-mère ou votre copain. Je suis là, je suis un professionnel du livre. Je peux me tromper. J'ai le droit de me tromper. Mais je donne mon avis, et mon avis, c'est que ce bouquin, il faut le travailler pendant peut-être un an avec quelqu'un qui veut le travailler. Et souvent, c'est ce qui se passe. Alors, c'est moins le cas quand c'est des essais ou quand c'est des choses un peu comme ça où c'est différent. Mais quand c'est du romanesque, je suis désolé, il y a des clés, il y a des choses à faire, on doit nous embarquer à des moments donnés bien précis, et le livre, c'est ça. C'est le reproche que je fais donc aux gros auteurs parfois et aux grosses maisons. Je vais prendre le cas d'Amélie Nothomb, qui est quelqu'un qu'à l'époque aussi, dans Stupeur et Tremblement, je l'ai découverte. Malheureusement, aujourd'hui, Amélie Nothomb, elle est, même si c'est une écrivain de qualité, hein, c'est quelqu'un qui sait écrire, sauf que maintenant, elle écrit pour un public. C'est-à-dire que elle a découvert un public à la base de son premier best-seller. Donc, globalement, ça lui a fait un marché à peu près de 500-600 000 livres. Et maintenant, malheureusement, tous les ans, Amélie Nothomb a tendance à vouloir travailler pour ces 5 ou 6 000 livres. C'est que la création devient une création, finalement, beaucoup plus industrielle ou beaucoup plus à la réponse d'un marché que une création pure. À la limite, si demain, Amélie Nothomb sort quelque chose de différent, son public va être déçu. Donc elle est dans un système qui est lié à un marché. Ce qui est pas grave, je suis pas contre, qu'on soit très clair. Pour moi, c'est juste une idée par rapport à son marché. Je vends dans ma librairie Amélie Nothomb, je n'hésite pas, j'ai aucun souci, je peux la rencontrer, parler avec elle, ça me fait aucun souci. Sauf qu'on est sur un autre marché, qui est le marché du livre, avec son public. C'est le cas de Musso, hein, on vient d'apprendre que Musso est le plus lu au monde aujourd'hui, donc Musso c'est le cas. Musso est vendu en Chine, Musso est vendu partout, c'est très bien. Par contre, dans notre librairie ici, il n'y a pas de mauvais lecteurs. Alors ça, on l'a pas trop abordé pour l'instant. Pour moi, il n'y a pas de alors, il y a peut-être des mauvais outils,
il y a e-book, il y a plein de choses. Par contre, le lecteur, il n'y a pas de mauvais lecteur. Je ne dis jamais à une petite jeune fille ou à une dame qui vient chercher un bouquin tout à fait facile et tout, « Oh, vous lisez ça ». Jamais. J'ai un respect total envers le lecteur. Déjà, il faut qu'il ouvre la porte de la librairie. C'est pas facile d'ouvrir une porte d'une librairie. C'est la raison pour laquelle notre librairie, on l'a fait différente. La première angoisse de la librairie, c'est la même angoisse quand vous ouvrez la porte de l'école. Vous commencez à être jugé. La librairie, c'est ce que souvent pensent les gens. On va rentrer dans un endroit où on va nous juger par rapport à ce qu'on va prendre. Et on le sait. Il se vend très très peu de livres érotiques dans les librairies et très très peu de livres un peu difficiles. On pourrait faire les commander sur Internet, anonymement. La librairie, quand vous comprenez un livre, les gens se déshabillent devant vous. C'est un lieu où les gens se déshabillent, puisqu'ils vont choisir des livres en fonction de leur réalité. Et moi, en plus, en tant que libraire, j'espère un peu de qualité, mon travail à moi, c'est d'écouter mes lecteurs et de savoir ce qu'ils ont envie. Par contre, en fonction de ce qu'ils ont envie, je peux faire progresser leur travail donc de lecture. C'est-à-dire que pour moi, une dame qui aujourd'hui va me prendre un Signol, etc., peut-être que dans 3-4 livres, je lui fais une proposition d'un autre livre, qui va être un livre un peu différent, un peu plus élevé peut-être en littérature, en disant, tiens, essayez madame ce livre-là, vous allez voir, on va voir un peu la différence avec le Signol. Et comme c'est bien écrit souvent, la personne va revenir, si elle le lit vraiment, parce que ça aussi c'est un autre sujet, la personne va revenir et va me dire, ah bah oui, c'était très bien. Et je vois des gens qui ici, il y a 10 ans, lisaient vraiment des choses très simples, on va dire, qui étaient un peu leur quotidien. Et puis aujourd'hui, 10 ans après, s'ils savaient ce qu'ils lisaient il y a 10 ans, ils auraient presque honte. Parce qu'aujourd'hui, ils abordent une littérature romanesque de qualité, alors qu'il y a 10 ans, ils étaient dans de la lecture rapide, en fonction de ce que leur disait à France Inter ou à d'autres radios. Là, ils sont sur un conseil direct et sur une suite logique de leur lecture. C'est-à-dire que moi, c'est livre par livre que les gens donc sont conseillés et au fur et à mesure. Et d'ailleurs, quand quelqu'un revient en disant, ah ben non, celui-là, par contre, j'attends de savoir ce qu'elle m'a dit, pour dire, ok, je comprends là où vous vous trouvez, et je peux peut-être vous trouver d'autres solutions par rapport à cette littérature. Ah oui, la lecture fait grandir énormément. La lecture, c'est une rencontre. C'est ce que je dis toujours aux lecteurs. La lecture, c'est une rencontre entre un texte et un cerveau, finalement, et une émotion. Et la technique arrivera après. Et si ce cerveau... Et un désir. Quand vous achetez un livre, il y a un désir aussi. Et donc, si vous arrivez à joindre les deux, c'est réussi. Et c'est ce que j'essaye de faire ici. Je sens des gens qui disent, ah, ça c'est pour elle. Quand les représentants me viennent me présenter les livres ici, 3 fois sur 4, je sais déjà à qui je vais vendre le livre. Quand le représentant m'en parle. Je sais que, ce livre-là, ça va plaire à Marie-Françoise. Ce livre-là, Hubert, ça va lui plaire. Je vais le lire. Et souvent, qu'est-ce que je fais ? Je lis très rarement les livres qui sont connus, comme les Musso, comme les Nothomb, comme Le Dernier Paul Auster, j'ai pour l'instant pas lu. Je lirai peut-être en fin de mois parce que j'ai envie de le lire, c'est un peu différent. Mais sinon, j'essaie de découvrir. Je lis à peu près un livre tous les 2 jours, en moyenne. Ce que je dis souvent aussi aux gens qui viennent à la librairie, quand ils me disent, ouais, mais comment ça se fait ? Je dis, mais attendez, je suis pas plus qu'un bon maçon ou un bon garagiste. Je connais mon métier. Je connais mes clients. Je connais mes lecteurs, je connais les livres, donc je connais mon métier. Quand vous arrivez à un maçon qui vient vous voir pour un mur, c'est donc très bien dans cette librairie, pour dire, tiens, il faudra ça plutôt comme matériel que ça, c'est exactement ce que je fais, mais dans le livre. J'essaie de présenter quelque chose qui correspond à la demande de la personne. C'est la grande différence entre un vendeur de livres et une librairie, et un libraire. Alain s'occupe de toute la partie... relations extérieures, éditeurs, auteurs, les salons, etc. Et moi, de toute la partie administrative, puisqu'à un moment donné, il faut bien y passer. Voilà. Le côté référent du Bazar des mots, effectivement, c'est Alain qui a cette place-là dans notre librairie. Sauf en rayon jeunesse, effectivement, où là, je travaille aussi à amener les enfants à prendre goût à la lecture, à leur proposer des ouvrages qui peuvent leur convenir, à écouter leurs demandes aussi, et à écouter aussi les demandes et les angoisses des parents. Quelles sont les angoisses des parents ? Que leurs enfants ne lisent pas assez. On a la chance, nous, ici, d'être dans une zone rurale. Oui.
L'histoire des smartphones, on l'a un peu moins. C'est une chance terrible d'habiter ici. C'est pour ça qu'on a choisi de revenir ici. Hein. On a une chance terrible, c'est qu'elle nous permet d'avoir un tri. Et c'est vrai que là-dessus, un tri qui est lié à la campagne, hein, les gens qui sont installés ici. Ce qui fait que nous, par exemple, nous avons beaucoup de jeunes parents qui n'ont pas de télévision et qui ont très peu de téléphones portables. On en a beaucoup dans cette librairie. Et ça, c'est assez étonnant. Et là, pour ce qui concerne les enfants, on peut dire que tous les enfants d'Haute-Rive, pour eux, la librairie, c'est tout à fait normal de rentrer dans la librairie pour aller chercher un livre. Et le soir, à la sortie des classes, on entend même les enfants dire à leurs parents, quand ils passent sur le trottoir devant, « Allez maman, allez papa, on rentre au bazar des mots ». C'est pas la librairie, c'est on rentre au bazar. La librairie fait partie intégrante de leur vie. Toutes les années, on reçoit d'ailleurs l'école maternelle, les enfants de l'école maternelle qui viennent visiter la librairie et on leur présente un conte. Et donc voilà, et quand on leur demande qui est déjà venu à la librairie, il y a pour chaque classe 25 élèves sur 28 qui sont déjà rentrés dans la librairie et qui savent exactement où se trouve le coin jeunesse, puisqu'ils y vont en courant depuis l'entrée là jusqu'à l'entrée du coin jeunesse. Voilà. Et ça, c'est une chance pour le village d'Haute-Rive. Le budget du livre en France, c'est le même que la nourriture pour animaux. Donc ça veut rien, il n'y a rien. Ça veut dire que le livre, c'est rien. C'est rien, sauf que ça a une grande valeur. Mais commercialement, le livre, ça vaut rien. Ça vaut la nourriture pour animaux. C'est-à-dire que, voilà, un rayon de grande surface, ça pourrait devenir qu'un rayon de grande surface. Eh ben non, le livre, c'est autre chose. Le livre, c'est une activité culturelle. Le livre, c'est une action commerciale et culturelle. C'est pour ça que j'aime bien. Parce que je me rappelle bien, tout à l'heure, vous avez dit, je vous étais dans l'humanitaire en Afrique, c'est exactement ça. Je suis d'ailleurs un peu, même si on en a fait aussi un peu. Pour moi, ici, je fais de l'humanitaire culturel, mais de façon tout à fait commerciale. Moi, je considère que la gratuité coûte cher. Oui, cette dame vient de promener pendant au moins 1 heure dans la librairie. Je trouve ça exceptionnel. C'est bien de se balader comme ça, quoi. La librairie, c'est ça, c'est une longue balade, un voyage. On arrive à faire vivre la culture avec du commerce. Moi, la subvention, vous savez, l'éditeur qui reçoit une subvention de 1 000 € pour sortir un bouquin, et finalement, s'il vend pas, il a la même finance, eh ben, ça m'intéresse pas. Un livre, c'est fait pour être acheté, et c'est fait pour être lu, parce que tout autour du livre, il y a un métier. La chaîne du livre, vous vous rappelez tout à l'heure, c'est un métier. À chaque fois, il y a des gens qui y travaillent. Et c'est pas une subvention. La plus grande des erreurs, c'est au Québec. Au Québec, ils ont subventionné le livre à fond. Et du coup, ils ont plus la peine de vendre des livres. Mais non, un livre, c'est fait pour être acheté, si petit soit-il, et pour être lu. Parce que c'est une œuvre, c'est un travail, c'est un truc qui est bien fait. Et ça, c'est très, très important pour moi. Le livre doit être une fonction dans la culture, mais en même temps, on est aussi dans le commerce. Si petit soit-il, c'est très, très important. Parce que c'est aussi la valeur qu'on peut donner avec les gens avec qui nous travaillons. C'est les auteurs, par exemple. Vous imaginez si on ne faisait que des livres, que des œuvres... La librairie, c'est pas un musée non plus. Je défends la création et je défends l'auto. Je pense qu'il y a assez de gens pour faire vivre assez de gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il suffit de trouver une personne. Vous savez comment ça s'appelle? Un passeur. Que ce soit dans l'art et des galeries, que ce soit dans la librairie ou dans d'autres domaines. Ou des agriculteurs. Qu'est-ce qu'il faut pour un agriculteur qui fait de l'agriculture bio? Il lui faut un lieu, un magasin pour qu'il parle de ses produits. Et c'est l'idéal quand vous arrivez chez un paysan, il vous parle de ses produits. Eh ben nous, on n'est pas plus que ça. On parle de nos livres, de nos produits. Un paysan, ses fromages ou ses légumes, il va bien les vendre. Il va pas vous les donner. Et c'est bien ce que je reproche à eux. Vous savez comment ça se passe le monde paysan quand même. Les fameuses subventions de la PAC. On est dedans. Et tout le monde pense que les paysans sont subventionnés. Et il vaut mieux donc du coup acheter des choses aux industriels alimentaires qu'à des agriculteurs. Le livre, c'est pareil. Il y a une génération, ceux qui ont 40-50 ans aujourd'hui, les agriculteurs, c'est presque un musée. Hein. Aujourd'hui, ça y est, ça change. Ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Mais les gens, ils disent, oh, bon non, on va faire, vous savez, de ferme en ferme. On va les voir, on va leur dire bonjour, ça allait bien. Puis après, demain, on va à Intermarché acheter chez Lactalis, ceux qui empoisonnent tout le monde, ou chez Monsanto. Mais après, on revient. Ah ben oui, finalement, les paysans sont sympas. Mais c'est ça, hein.
Et on va les voir, et presque on va leur donner des cacahuètes, vous savez, on va leur donner à manger un peu, on va dire, ah, ben les libraires, c'est un peu pareil. Je ne veux pas de ce monde-là. Je veux qu'un monde, que les gens qui vivent soient au milieu de ce monde. C'est-à-dire qu'il y a les agriculteurs, qu'il y a les artisans, qu'il y a le métier du livre. Le livre est au milieu de tout ça. Le métier du livre, c'est quelque chose qui est important, qui est au milieu de tout ça. Et ça, c'est vital, hein. Ça, fait partie des solutions. Et ici, on s'en rend compte en habitant un peu en zone rurale. On s'en rend compte de ça. C'est aussi le respect. Hein. Les gens ici, ils se sentent, on les respecte. Moi, je respecte les gens.